Les soirs de match, dans le quartier populaire de Benfica, à Lisbonne, c'est une armée rouge qui se met en marche. Au Portugal, l'amour du maillot se transmet de génération en génération. Gare au mouton noir qui annoncera à sa famille avoir changé de camp. On a un dicton qui dit « Une personne peut changer de femme, elle peut changer de nationalité, elle peut changer de parti politique, elle peut changer beaucoup de choses, mais elle ne changera jamais de club. Parce qu'on garde toujours la même équipe de sa naissance à sa mort. » Cette passion extrême du ballon rond raconte les gloires et les plaies d'un Portugal marqué par le déclin et la dictature. Un pays où le sport roi fut un puissant outil de propagande avant de s'affirmer comme le ciment d'un peuple et de sa diaspora. L'histoire du foot portugais débute à près de 1000 km de l'Europe, au large des côtes de l'Afrique sur la petite île portugaise de Madère. À la faveur d'une alliance commerciale très ancienne avec le Portugal, de nombreuses familles anglaises y prospèrent au XIXe siècle dans le commerce du vin et de la canne à sucre, à l'instar des Hinton. Harry Hinton était un Anglais. Sa famille possédait une usine de transformation de canne à sucre. Et à l'époque d'Harry, c'est devenu l'une des usines les plus grandes et les plus modernes d'Europe. Il a fait fortune. Les familles anglaises envoyaient généralement leurs enfants étudier à l'étranger et ils ne revenaient ici que pendant les vacances d'été, parce qu'ils voyageaient par bateau et que cela prenait du temps. Harry a fait ses études en Angleterre et une année en rentrant pour les vacances, il a rapporté dans ses bagages un ballon de football. Le football était quelque chose de tout nouveau à cette époque dans le monde. Harry se prend de passion pour ce nouveau sport dont les premières règles officielles ont été définies au milieu du XIXe siècle en Angleterre. À l'été 1875, il se rend armé de cet objet encore inconnu des Portugais dans la paisible commune rurale de Camacha, sur les hauteurs de l'île. Le premier match a été organisé à Camacha, car la famille Hinton possédait une ferme ici. Les Anglais aimaient échapper à la chaleur et venir dans les hauteurs des montagnes de Camacha pour chercher le froid. Harry a donc organisé un match de football ici avec la population locale. Puis, le jeu s'est rapidement répandu dans toute l'île. Derrière moi, il y a un monument dédié au football, à ce premier match. Les gens se souviennent que c'est Harry qui a introduit le football sur l'île, au Portugal, et les Madériens en sont très fiers. Après Madère, le football se développe en l'espace de quelques années dans les principales villes du Portugal continental, où l'influence anglaise est également très forte. Dans le quartier de Benfica, à Lisbonne, on vit au rythme des victoires et des défaites du club depuis sa fondation le 28 février 1904. Le football au Portugal était pratiqué par les riches. La plupart du temps, il s'agissait d'ingénieurs anglais et de leurs amis portugais, qui appartenaient à des classes supérieures. Plus tard, les pauvres ont aimé le football, mais ils n'étaient pas bien accueillis par les riches qui n'aimaient pas jouer avec eux. Et ce n'est que dans les années 1920 que les classes populaires ont commencé à rejoindre les équipes des privilégiés. Parce qu'au début, il y avait des clubs pour les riches et des clubs pour les pauvres. Et c'est là que le club de Benfica a fait la différence, car il a accepté tout le monde, riche ou pauvre. Tant qu'il jouait bien au football, il pouvait jouer pour le Benfica. Et cela a fait du Benfica le club le plus populaire de Lisbonne, puis du Portugal.
Dans un pays plongé dans une crise économique par des décennies d'instabilité politique et de corruption, très peu d'infrastructures sportives sont mises à disposition du peuple. Le football, qui ne demande qu'un ballon et un peu de passion, fait vibrer la jeunesse. Une ferveur que le dictateur Antonio de Oliveira Salazar, arrivé au pouvoir en 1928, voit d'un très mauvais œil. Salazar n'a jamais aimé le foot. Il pensait que le football rassemblait beaucoup trop de monde et qu'il était désagréable d'avoir autant de personnes réunies. Mais le gros problème, pour lui, c'était la vie de joueur de football. Il commençait très jeune, ne savait que jouer au football, et il terminait sa carrière très tôt aussi. À 30 ans, il était déjà vieux. Alors, que ferait-il après? Les joueurs de foot se lançaient souvent dans des entreprises qui tournaient mal. Et en général, l'alcool causait leur ruine. C'était le cas pour beaucoup d'entre eux. Salazar avait une vision moralisatrice du foot. Pour lui, c'était un sport nocif pour la vie des gens. Désireux de contrôler les loisirs du peuple, l'Estado Novo, le régime de Salazar, s'inquiète du succès d'un sport qui s'épanouit hors de son giron. Pour enrayer son développement, il refuse la professionnalisation des joueurs et interdit la pratique du football aux mineurs dans l'espace public. Il y avait peu de voitures à l'époque et les gens en profitaient pour jouer dehors. Mais c'était interdit, pour ne pas blesser quelqu'un ou endommager les vitres des bâtiments. Il est clair qu'à cette époque, on était toujours en train de fuir la police, qui ne permettait pas que l'on joue dans les espaces publics. Mais ça ne décourageait pas les enfants qui s'amusaient et essayaient de jouer quand même. Malgré leur velléité, les autorités portugaises échouent à freiner la popularité du football. Les grands joueurs remplacent peu à peu les grands explorateurs, longtemps glorifiés par le régime, et en l'honneur desquels Salazar a fait ériger un monument grandiose le long du Tage. Au sommet de l'État, un virage radical s'opère. L'Estado Novo a clairement adopté une position différente après la Seconde Guerre mondiale et a commencé à soutenir les plus grands clubs et la construction de stades. Comme il était impossible d'arrêter le football, ils se sont dit « il faut le contrôler ». On peut avoir des personnes en qui on a confiance dans les grands clubs et, par conséquent, essayer de surveiller ce sport autant que possible. Alors que la décolonisation s'accélère partout dans le monde, le régime vieillissant de Salazar s'accroche encore, à l'aube des années 60, à ses colonies africaines, le Mozambique, la Guinée, l'Angola et le Cap-Vert. De plus en plus isolé sur la scène internationale, il s'appuie sur un football portugais à son apogée, dont il a fait un puissant outil de propagande. L'idée que le Portugal est une équipe multiculturelle, multicontinentale, a évidemment servi au pays pour défendre ce que le régime expliquait partout où il allait, que notre colonialisme est différent. Notre colonialisme est différent du modèle français ou anglais, parce que c'est un colonialisme d'assimilation. Cette équipe nationale, composée de joueurs venus d'un peu partout, de non-européens et d'Africains, était presque une représentation sur un terrain de football de la thèse du lusotropicalisme. En vérité, ces histoires de football servaient à l'époque à cacher la réalité des colonies, et la réalité des colonies, contrairement aux théories lusotropicalistes, c'était une réalité d'une violence totale. On voyait toujours sous l'Estado Novo du travail forcé, des méthodes très proches de l'esclavage. Le pouvoir de l'État était totalement arbitraire. Une icône du football portugais devient malgré lui le fer de lance de cette propagande. Il s'appelle Eusébio. Avec l'équipe du Benfica, il remporte en 1962 la Ligue des Champions et fait briller la sélection portugaise lors de la Coupe du Monde 1966. Né au Mozambique d'un père portugais et d'une mère mozambicaine, il est pour le régime un atout majeur.
Eusébio arrive ici, devient un joueur très connu et on commence à en profiter politiquement. Il apparaît très vite dans les journaux et les magazines, non seulement en tant que joueur, mais surtout en tant qu'homme. C'est vrai que la réussite sociale d'Eusébio est absolument extraordinaire. Il passe d'une vie très pauvre dans la banlieue de Maputo à une vie très aisée au Portugal. Ce n'est pas l'Estado Novo qui est le responsable du talent d'Eusébio, mais c'est l'Estado Novo qui va récolter les fruits de son ascension sociale. Le football portugais est son plus beau fleuron. Et Eusébio le magnifique. Eusébio accepte un peu cette idée du chef de famille dans le Portugal patriarcal de Salazar. Puis, en 1963, il rejoint l'armée portugaise. Eusébio est conscrit après le début de la guerre. La guerre n'a commencé au Mozambique en 64, elle avait débuté en 61 en Angola et en 63 en Guinée. Mais c'est une conscription de pacotille. Il est photographié par des journalistes, mais il ne part jamais se battre. Eusébio n'a jamais été vraiment acteur de cette instrumentalisation, même si je pense qu'il l'a comprise. Il a essayé de s'éloigner le plus possible d'un discours politique. L'Estado Novo réussit à imprimer sa marque sur le football au point de l'imposer dans l'imaginaire collectif comme l'un des piliers du régime. Les fameux 3F, Fatima, football, fado. Le discours des 3F, le fado, le foot et Fatima, est principalement un discours d'opposition politique au régime. Je ne nie pas que la religion, au même titre que le football et la culture populaire en général, pouvaient être des formes de contrôle, mais je pense que c'est une vision un peu réductrice. Parce qu'en fait, la relation des gens avec le football est beaucoup plus riche, surtout si l'on pense à un pays qui n'avait pas beaucoup de formes de participation sociale. Le rituel d'appartenir à un club, de rassembler des gens, d'aller au stade, de discuter tous les jours, d'aller au café pour lire un journal, je ne crois pas que l'on puisse tout réduire à une forme de contrôle politique. En 1974, la chute de la dictature ne fait pas trembler le sport roi. Il s'impose au contraire comme un refuge et un objet de fierté pour le peuple portugais et son importante diaspora qui a essaimé à travers le monde. Depuis 20 ans, un homme incarne à lui seul le Portugal victorieux et son soft power, Cristiano Ronaldo. On le célèbre plus particulièrement à Madère, car l'île, qui a vu naître le football portugais, est aussi la mère patrie de Ronaldo. Ici, l'aéroport porte son nom, plusieurs statues lui rendent hommage et un musée, géré par sa famille, lui est intégralement consacré. Il a commencé avec moi, il avait 8 ans et déjà il courait très vite. Il n'avait pas peur de jouer avec les plus grands que lui. Alors c'est ça qui faisait la différence. Maintenant c'est le meilleur joueur du monde, mais quand il est avec nous, on est une personne normale. C'est le meilleur ambassadeur de Portugal et de Madère. Ronaldo, c'est le vrai Portugais quand il sort pour chercher une vie meilleure en France, parce qu'on a des Portugais de partout au monde. Et Ronaldo, il est un exemple de ça. Il est sorti très jeune d'ici de l'île. C'est comme dit l'autre, c'est étrange, mais c'est vrai. C'est le premier match qui a été joué de foot, c'était au Portugal, c'était ici à Madère. Et après, il est né un joueur, le meilleur du monde, et il est né ici. Alors, c'est le monde qui est fait comme ça.